Alors, petite vidéo concernant l'auto-guérison, pas vers l'auto-guérison, que j'offre en fait pour toutes les personnes désireuses d'avancer vers leur propre guérison par leur propre ressenti. C'est grâce aux oracles qui sont tirés lors des pleines lunes, des tirages de pleine lune, et donc je présente quelques oracles avec les dires des méthodes des auteurs, et qui sont très bien faits, que je trouve qui sont très, très parlants, du moment que l'on écoute les textes et qu'on regarde de façon attentionnée les illustrations. C'est pour ça que j'offre ces vidéos, pour aider les gens à aiguiser leur propre intuition et avoir leur propre réponse grâce à leur propre ressenti, en lisant les textes et en regardant les illustrations qu'ils adaptent à leur propre vécu. Voilà. Donc je vais faire cette fois-ci avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Voilà. Donc voilà ma petite présentation avec Bouddha qui nous accompagne. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Voilà. Nous avons tous en nous le pouvoir de s'auto-guérir, si on se connecte à l'univers. Et je vous ai fait une petite déco avec des anciens livres de contes, voilà, que je vous présente. Voilà. Donc, je vais commencer par l'introduction. En vous montrant le dos, qui peut être la porte qui mène vers le royaume des contes. Alors, le chemin à travers bois, votre guide pour travailler avec l'oracle des fées, des contes de fées, pardon. Les contes de fées sont plus vrais que vrais, non pas parce qu'ils nous disent que les dragons existent, mais parce qu'ils nous disent que les dragons peuvent être vaincus. C'est de J.K. Chesterton. Bienvenue dans ce monde périlleux et enchanté, où les cartes que vous battrez, que vous étalerez devant vous ou que vous tirerez partageront avec vous des secrets plus vrais que la vérité, tant elles sont imprégnées de la grande sagesse intemporelle des contes de fées. Chaque carte que vous choisirez vous incitera à comprendre ce qui se déroule réellement. Chaque carte vous aidera à traverser ce à quoi vous êtes confronté. Chaque carte vous guidera pour atteindre l'autre côté, plus lumineux et plus heureux. Les princes braveront de terribles dangers pour la main de leur chair et tendre, les princesses danseront dans leurs souliers enchantés, et les jeunes filles émergeront dans les cendres de l'âtre, changées à jamais par la baguette d'une grand-mère fée. Chacun des contes de fées révélé par ces cartes est une partie de votre âme, dans son voyage infini vers la réalisation de soi. Car, cher lecteur, l'utilisation de cet oracle introduira la magie partout dans votre vie. Avec ces contes merveilleux et la sagesse qu'ils ont à nous offrir, vous reprendrez possession de certains chapitres de votre enfance. Vous retrouverez vos souvenirs les plus précieux et vous aurez à votre disposition une carte au trésor pour le voyage de votre âme sur son chemin unique et propre, à la recherche de l'or que nous avons tous au fond de nous. L'oracle des contes de fées est une initiation. Chaque conte est un seuil, une porte, un portail, qui nous permet de passer d'une vie à une autre, d'un problème à une solution, d'une question à une réponse, d'un mystère à une révélation. À travailler avec cet oracle, nous pouvons être initiés encore et encore à la plénitude de l'existence, à la connaissance et à la maturité. Le jeu de cartes que vous tenez entre vos mains est une exploration du voyage de votre âme, de l'innocence à l'expérience. Il est rempli d'êtres féeriques, prêts à vous aider, des êtres purs, bienveillants et magiques. Le but des oracles de contes de fées est de nous permettre de devenir l'expression la plus belle et la plus complète de nous-mêmes, mais aussi de voir la magie incroyable qui est tout autour de nous, tous les jours, toutes les nuits, si tant est que nous nous autorisons à la voir, à l'entendre et à la ressentir. C'est possible en travaillant avec ce jeu. Nous pouvons revenir à cet état d'émerveillement où tout est neuf, extraordinaire et vivant. Tous les contes de fées vous rappelleront la valeur et la beauté de votre cœur, pur et bon, même face aux plus grands défis que vous devrez relever, comme nous tous. Et elle rajoute plus loin,
Chaque carte est un véritable oracle. Elle voit votre cœur et vous livre ce que vous devez savoir pour guérir et pour comprendre votre chemin. Les cartes auront de la compassion, mais ne vous laisseront jamais vous poser en victime. Elles vous inciteront à être courageux et fort, à survivre et à vivre. Chacune de ces cartes renferme en elle une énergie de guérison qui vous sera transmise lorsque vous lirez le message et contemplerez l'image. Peut-être que ce qui est à atteindre chaque fois que vous travaillez avec ce jeu en ce moment que l'on reconnaît dans tous les contes de fées, l'instant où la magie opère. Ce moment précis d'enchantement, le tournant, pour reprendre l'expression célèbre de Tolkien, cet instant où tout change, où un nouvel ordre règne sur le monde, où tout est différent et tellement juste. C'est le moment où la princesse tient sa parole, où le roi grenouille devient homme. C'est le moment où l'amour des sœurs pour l'ours dans Blanche-Neige et Rose-Rouge annule le maléfice. C'est le moment où la cape est jetée sur le cygne et où la souffrance est transformée en rédemption. Ces instants où tout compte, où votre vie même repose sur le mot, l'action et la décision juste, sont incroyablement précieux. Les contes de fées nous enseignent que notre vie aussi est parsemée de tels instants, de ces innombrables croisées de chemins où nous devons choisir entre ce qui est avantageux et ce qui est juste, entre ce qui est bon et ce qui est facile, entre le chemin de l'amour et celui de l'égoïsme. Les contes de fées enseignent l'honnêteté, l'honneur, l'adresse, la loyauté, l'amour véritable, la patience et la justice. Ils m'ont enseigné énormément et continueront à le faire aussi longtemps que je vivrai. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette aventure. Du plus sauvage de mon cœur, pleine de lune Beltane, sabbat majeur, 7 novembre, hémisphère sud, Lucie Cavendish. Voilà. Pour l'introduction. Donc, je vais passer, alors, ça a été fait d'un tirage de pleine lune, donc un tirage sur les flammes jumelles, mais ça s'adresse à tout le monde, puisque ça s'adresse à notre énergie yin et notre énergie yang, à atteindre la complétude en soi. Donc, hop, on est sur l'énergie yang, je dirais donc, là je parlerai d'énergie. 27, la princesse sans gravité, le manque d'enracinement. Donc l'énergie yang, c'est notre énergie d'action. Seul l'amour peut sauver de l'amour. L'amour est l'amour. Devenant courageux, l'amour peut remplir la tombe la plus profonde. L'amour continue d'aimer sous la vague. La princesse sans gravité est un conte de fées moderne qui décrit avec éloquence ce qui peut arriver quand nous ne parvenons pas à enraciner nos désirs, à les incarner et à leur accorder de la valeur. Dans cette histoire profondément symbolique, une belle princesse vient au monde, mais un sort lui est jeté à la naissance. Ce maléfice est insolite. Il lui retire sa gravité au point qu'elle flotte au-dessus de tout, ce qui est au sol, et doit être guidée doucement toute la journée, accrochée à un fil, tel un cerf-volant lui-même. Elle est également incapable de comprendre quoi que ce soit de sérieux ou de complexe, non pas qu'elle manque d'intelligence, mais elle semble vraiment se désintéresser de tout ce qui est profond ou triste. En un certain sens, elle manque d'empathie et de capacité à se relier aux autres, car elle flotte au-dessus de tout, glissant sur tout, regardant tout de loin, riant de la beauté du ciel et des nuages. Elle est séparée des autres, douce et gentille, mais sans espoir. Le seul élément qui lui permet de retrouver sa gravité est l'eau, l'élément associé au souvenir, à la mort et à la maturité émotionnelle. Ce conte, cette carte, nous enseigne donc que c'est à travers l'expérience de l'émotion, les souvenirs, un retour sur le passé avec intelligence et honnêteté, et l'éveil de notre psyché, que nous pouvons développer la compassion, l'empathie, une intelligence véritable. Quand nous sommes incapables de sentir la lourdeur de certaines situations, nous pouvons nous échapper de ce qui est douloureux, mais nous courons aussi le danger de devenir inaptes, distants, ou on joue la fille de l'air, ou on se donne de l'air. Quand nous choisissons de ne pas nous enraciner et de nous concentrer uniquement sur notre élévation pour devenir un être de lumière, sans agir concrètement dans la réalité matérielle et être présent pour notre entourage, nous pouvons vraiment devenir cruels. Nous avons du pouvoir, à l'instar de cette princesse, mais ce pouvoir doit être incarné,
amenés sur terre et enracinés afin d'être utiles et d'apporter vraiment de l'amour. Le conte se termine bien pour la princesse sans gravité et sa capacité à revenir sur terre ne lui enlève pas sa liberté. Elle lui permet simplement de s'identifier enfin aux autres, de ressentir des émotions ainsi qu'une connexion véritable avec les autres. Donc voilà, il faut enraciner en fait cette spiritualité que l'on ressent aussi. Hein. C'est T2 aussi, c'est 9, hein. C'est le temps de la gestation et la fin d'un cycle hein, qui amène un renouveau. Donc là, si on était isolé un peu en ermite, et bien, comme 9 c'est l'ermite aussi dans le tarot, il faut aussi maintenant aller vers les autres. Donc il faut s'enraciner, enraciner toute cette spiritualité que l'on a reçue aussi avec l'air, hein, c'est la spiritualité que l'on a reçue, la lumière que l'on a reçue et cette reconnexion à notre être divin. Hein. Mais il faut l'incarner, cette divinité sur la terre. On est ici pour créer sur cette terre et pour apporter aussi la lumière autour de soi et surtout vivre, matérialiser cet amour inconditionnel. Et bien entendu, vous prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Hein. Chacun, voilà, à un moment donné, il y en a qui risquent de résonner beaucoup plus fort que d'autres, donc il faut s'accrocher à celle-là. Moi, il y en a un en particulier qui m'accroche énormément. Donc ensuite vient la jeune fille de la mer, les promesses. Donc elle était à l'envers, donc pour moi, c'est qu'il y a vraiment un blocage à ce niveau-là, puisqu'elle était à l'envers. Et en plus, on retrouve 22, 4, donc la stabilité qui parle aussi d'enracinement, du coup. Hein. Le 4, c'est des choses bien carrées, sur terre, voilà. Bien terrien, hein, je dirais. Donc en plus, la jeune fille de la mer, les promesses. Alors, ça commence par le conte. Nomme tout ce que tu possèdes. Je n'ai rien qu'une vieille jument, une vieille chienne, moi-même et ma femme. Ce sont là toutes les créatures du grand monde qui sont miennes. Tiens, voici 3 grains que tu donneras à ta femme cette nuit même. 3 autres à la chienne, ces 3-là à la jument. Quant à ces 3 derniers, tu les planteras derrière la maison. Ta femme donnera naissance à 3 fils. La jument a 3 poulains, la chienne a 3 chiots, et 3 arbres pousseront derrière ta maison. Ces arbres seront des signes. Quand mourra un de tes fils, un des arbres périra. À présent, rentre chez toi. Souviens-toi de moi quand ton fils sera en âge de se marier et tu auras des poissons en abondance. Tout se passe comme l'avait prédit la jeune fille de la mer. Comme beaucoup de contes de fées, celui-ci commence par les pensées d'un homme qui veut plus que ce qu'il possède. Car cette histoire est une métaphore. Quand les temps sont rudes, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour connaître la prospérité ? Et quand le moment est venu de payer ce que l'on doit, comment réagissons-nous alors que nos sentiments, autant que les circonstances, ont bien changé? En période de vache maigre, nous promettons monts et merveilles. Si la situation s'améliore, nous travaillerons plus, nous aimerons mieux, nous serons plus attentionnés, nous serons plus proches et plus respectueux de tout ce qui est sacré. C'est exactement ce que représente la jeune fille de la mer dans ce conte. La mère primordiale, la femme archétypale, et notre envie de lui demander d'exaucer nos vœux, encore et encore, doit trouver un équilibre. Cette histoire était très présente dans le monde de la pêche en Écosse, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Comme le pêcheur a besoin de sa prise, il passe un marché avec un être connu sous le nom de jeune fille de la mer. Elle lui fournira des graines magiques qui lui permettront d'avoir une vie de rêve, 3 fils, 3 poulains, 3 arbres fruitiers, d'innombrables belles prises de poissons. En échange, la jeune fille de la mer, qui est bien seule, souhaite avoir un de ses fils. Il conclut donc le marché et le pêcheur devra lui offrir le plus jeune de ses fils quand il aura 20 ans. Cette carte souligne le pouvoir des promesses et des dettes. Quand nous donnons notre parole et réclamons notre part, on nous rappelle de tenir nos promesses, d'une façon ou d'une autre. Et même si, en usant de nombreux pouvoirs magiques, les autres fils du pêcheur parviennent à sauver leur frère, ce n'est pas sans dommage. Cette carte nous demande si nous avons payé nos dettes et nous rappelle que donner sa parole est une affaire sérieuse.
Elle nous incite aussi à regarder le conte sous l'angle de la jeune fille de la mer. Elle est seule, elle ne souhaite qu'un partenaire, et après avoir attendu longtemps, très longtemps, elle demande au pêcheur de respecter son engagement. Ce conte nous rappelle que souvent, quand une aide nous est offerte, on attend de nous une forme d'assistance ou de compensation. Il nous rappelle aussi que la mer est vraiment notre mère. C'est grâce à elle que les pêcheurs peuvent nourrir leur famille, mais qu'elle peut prendre leurs fils en les noyant et en les gardant pour elle comme sacrifice. Même si dans le dénouement de cette histoire le fils a la vie sauve, on comprend qu'il y a toujours une dette à payer, et que si cette génération est épargnée du sacrifice de la mère, la dette sera payée un jour. L'histoire symbolise encore l'évolution de l'homme, de la mer à la terre, de la chasse à l'agriculture, de l'impermanence à une forme de vie sédentaire, dans une ville ou sur un site qui perdurera. Elle nous parle aussi d'un cœur qui n'est pas en paix, car s'il a trouvé son lieu de vie, il sait qu'il y a encore des dettes sur le dos. C'est un conte attribué à John Francis Campbell et à Joseph Jacob. Et le précédent, pardon, 27, j'ai oublié de le dire, c'est un conte de George MacDonald, le précédent, La princesse sans gravité. Donc on est toujours dans l'énergie yang, donc c'est là, c'est voilà, savoir tenir ses promesses. Quand on a pris un engagement, et bien on s'y tient. Et à quoi est-on prêt à sacrifier aussi, faire des sacrifices en même temps, enfin des promesses, là c'est les promesses, mais on verra qu'après il y a les sacrifices aussi qui viennent. Hein, qu'il faut faire attention quand on fait des promesses, voilà. Quand on est prêt aux abois. Alors celle-là aussi était à l'envers, hein, donc Aurore, la belle aux cheveux d'or, donc le devoir, hein, donc aussi un blocage au niveau des promesses, un blocage au niveau des devoirs, du sens du devoir. Voilà, 40, on retrouve 4 à la stabilité, donc vraiment il y a un problème d'ancrage, apparemment un désir d'ancrage, mais avec un problème encore d'ancrage dans la matérialité. D'ancrage, de concrétisation, hein, qui est un peu bloqué. Une jeune princesse avait une chevelure de la couleur de l'aurore, si longue qu'elle la portait autour d'elle comme un manteau, à la fois pour s'y cacher et pour se sentir en sécurité. Elle était si charmante qu'on l'appelait Aurore, et il suffisait de la regarder pour lui donner son cœur. C'est ainsi qu'un grand roi tomba si follement amoureux d'elle qu'il alla rencontrer ses parents pour leur demander sa main. Mais ils répondirent que la décision revenait à Aurore. Or, cette jeune fille aimait vraiment son foyer et ne voulait appartenir qu'à elle-même. Le roi rentra alors à son château et choisit un jeune homme, beau et intelligent, pour plaider sa cause, car lui-même était trop occupé par les affaires de son royaume pour aller faire la cour. Le jeune homme s'en alla donc, et bien qu'il fût fort, bien beau, bien fait et beau de sa personne, intelligent et bon, il était empli d'une humilité par la confiance que le roi lui avait accordée. Tandis qu'il réfléchissait aux moyens de gagner le cœur de cette princesse pour son roi, il emprunta le chemin à travers bois, où il se sentait toujours en paix. Il passa à côté d'un petit lac et vit un poisson hors de l'eau, s'étouffant, à gober de l'air, frétillant désespérément pour rejoindre le lac. Il le prit doucement dans ses mains, le remit dans le lac, et le poisson se mit à sauter sur les eaux argentées pour le remercier, lui promettant de l'aider quand il en aura besoin. Le jeune homme sourit. Comment un poisson pourrait-il l'aider à gagner la main d'Aurore, la belle aux cheveux d'or? Un peu plus tard, il vit un corbeau en train d'être chassé par un aigle. Il grimpa haut dans les arbres et chassa l'aigle, en se disant que ce jour-là, au moins, il était sûr que les humbles seraient autant en sécurité que les puissants. Le corbeau le remercia à son tour et lui promit une récompense, quand le temps sera venu. Le jeune homme sourit, un corbeau qui pourrait lui venir en aide. Puis, il rencontra une chouette, prisonnière d'un filet tendu par des humains. Il la libéra, délicatement, souhaitant vraiment ne lui faire aucun mal. La chouette le regarda, le regard endormi, et las après une longue nuit passée à se débattre. Il lui promit ses services quand le temps sera venu. Il sut enfin comment gagner les faveurs de la princesse pour son roi. Il lui trouva 2 chiots, espiègles et joueurs, et se rendit au château. Aurore s'apprêta à nouveau, sachant qu'elle n'épouserait personne.
car ce que le jeune homme ignorait, c'était qu'un ogre monstrueux qui vivait non loin de là avait juré de faire d'Aurore sa femme. Et elle savait que si elle épousait un autre, la mort s'abattrait sur son époux, ainsi que sur tous les habitants de son royaume. Mais quand il se présenta à elle, quand elle vit les deux petits chiens, mignons et joueurs, et la bonté qui rayonnait de cet homme, elle sentit qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Et il lui déclara sa flamme. Le jeune homme répondit qu'il était venu de la part du roi et qu'il n'était que son messager, et insista pour essayer de gagner sa main. Elle soupira et lui lança un premier défi. Trouver une bague perdue qui avait glissé de son doigt et si fin tandis qu'elle nageait. À la grande surprise du jeune homme, le poisson qu'il avait sauvé lui apporta la bague. Mais Aurore ne voulait toujours pas épouser le roi de ce jeune homme, car c'était du messager qu'elle était tombée amoureuse. Un deuxième défi dut donc être relevé. Le géant qui la désirait ardemment devait être combattu et détruit pour qu'elle et son royaume en soient libérés. Le jeune homme s'en alla, et tandis qu'il s'approchait de la demeure de l'ogre, faite de squelettes et de ses anciens adversaires, son ami le corbeau plongea droit sur le géant et lui arracha les yeux. L'ogre tomba sur le sol, se tortillant de douleur, et le jeune homme dégaina son épée et lui coupa la tête. Ce n'était pas suffisant, car Aurore était tombée si follement amoureuse du jeune homme qu'elle souhaitait que plus que tout le faire partir, pour ne pas se rappeler ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Mais il releva le troisième défi et elle fut contrainte d'épouser le roi. Ce dernier jeta en prison le jeune homme qui lui fut si loyal lorsqu'il vit à quel point sa femme l'adorait. Il finit par mourir de jalousie. Aurore put enfin épouser l'homme qu'elle aimait, le libérer et maintenir son royaume libre. Cette histoire raconte un amour qui semble impossible, mais qui finit par se réaliser. C'est donc une carte d'espoir. C'est une carte sur le devoir, accompli à contre-cœur, mais honorablement. Et c'est la carte d'un dénouement heureux, car Aurore et son véritable amour finissent par vivre ensemble, avec leurs deux petits chiens, bien sûr. Donc voilà. C'est un conte de Madame d'Aulnoy. Très beau conte, hein. Et là, on a la princesse Petit Pois, toujours dans l'énergie yin, l'énergie yang, pardon, l'énergie masculine, la sensibilité. Alors, donc on a vu, il y a les promesses, l'engagement, donc matérialiser toutes ces vraies valeurs aussi. Hein. Il était une fois une princesse qui voulait épouser un prince qui voulait épouser une princesse. Seule une véritable princesse pourrait se marier avec lui. Il est impossible de cacher qui vous êtes vraiment, même si vous devez oublier votre passé, votre personnalité dévoilera d'où vous venez et qui vous êtes. Cette carte représente les personnes sensibles et clairsentientes, qui peuvent sentir au-delà des apparences. Il n'est pas facile de vivre au quotidien avec une capacité à discerner ce qui peut sembler extraordinaire, comme la sensibilité dont vous faites preuve dans des environnements qui vous sont étrangers et nouveaux. Certaines personnes vous trouvent difficile à vivre, exigeante et même vous accusent de falsifier votre sensibilité, mais d'autres comprendront qu'il y a des gens qui peuvent ressentir ce qui ne peut être vu par l'œil humain, et que leur vraie valeur peut être reconnue en observant leur acte. Si le personnage principal de cette histoire est une princesse, cela ne signifie pas que vous ayez un comportement arrogant, c'est simplement que vous êtes doté d'une qualité très rare. Certains refuseront de l'admettre, mais d'autres le reconnaîtront et auront de l'estime pour la personne que vous êtes. Votre aptitude à ressentir autant et aussi facilement ne sera pas toujours facile à vivre, ni pour vous, ni pour votre entourage. Mais quand elle aura été affinée, quand vous pourrez l'utiliser convenablement, elle vous sera très précieuse et vous apportera beaucoup de force. Vous devez donc apprendre à travailler avec votre sensibilité, à endosser ses pouvoirs pour le bien des autres, et à gérer votre hypersensibilité pour qu'elle vous soit salutaire. Vous ne pouvez pas prétendre être différent de ce que vous êtes. Les autres vous découvriront toujours. Alors plus de faux semblants, montrez au grand jour qui vous êtes vraiment. Ce que vous pouvez sentir
et comment vous savez ce que vous savez. Et soyez vrai. Votre être véritable est déjà connu. Votre sensibilité incroyable sera révélée, même pendant votre sommeil. Peu importe que l'on vous cache les troubles qui agitent le monde, vous les ressentirez. Une telle ouverture doit être apprivoisée pour qu'elle ne soit pas un tourment. Et vous devez vous entourer de personnes semblables à vous. Rien ne peut recouvrir ce qui vous êtes. Aucun masque ne peut vous cacher. Aucun lieu ne vous permettra de vous sentir différent. Vous êtes qui vous êtes. Et en dessous de toutes ces couches, le petit pois trouvera son chemin jusqu'à vous et vous marquera de bleu et de contusion. Donc, c'est voilà, hein, c'est être qui on est, hein, voilà, tout simplement. Inutile de cacher sa sensibilité, donc il faut, voilà, des actions que l'on mène, il faut le faire avec notre sensibilité aussi. Inutile de s'endurcir aussi. C'est une histoire attribuée à Hans Christian Andersen, conte populaire suédois. Toujours dans l'énergie yang, hein, les enfants de la lyre, la voix, hein, 37, 7 et 3, 10, la roue de la destinée, le 1, l'unicité aussi. Et là, c'était le 3. Hein. 3, c'est la créativité, mais c'est aussi le don. La Trinité, c'est un don. Hein. Cette sensibilité est un don. Parce qu'elle nous permet de mettre tous nos sens en éveil et d'être guidés par nos sens. Alors, dans ce conte troublant venu d'Irlande, nous découvrons l'histoire de 5 rois qui se disputent pour régner sur le Tuatha des Danān, le peuple de la terre, parfois appelé le royaume des fées. L'un d'eux est élu, mais Lyr s'avance et s'autoproclame chef de clan, protestant contre le choix du peuple. Pour l'apaiser et pour soulager la souffrance qu'il éprouve, peu après, lorsque sa femme meurt en couche, le chef élu lui offre en mariage sa fille adoptive. Lyr accepte et devient ainsi plus proche du clan du roi, montrant la sagesse et la patience du grand roi de Tuatha. Lyr et sa femme ont 4 enfants, une jolie fille au long bras d'un blanc laiteux, un beau garçon et des jumeaux, à la naissance desquels meurt la mère. Une fois encore, le royaume est menacé par le chagrin et le deuil. La deuxième fille adoptive du grand chef épouse alors le roi au cœur brisé, et pendant quelque temps elle l'aime et chérit ses neveux et nièces. Mais elle devient peu à peu jalouse de l'amour du roi pour ces derniers, au point d'en tomber malade. Un jour fiévreuse, elle les maudit avec la baguette en noisetier d'un druide, les transformant en cygnes qui devront vivre 300 ans dans 3 lieux différents, soit 900 ans en tout. Ils gardent leur voix humaine et ainsi que leur sensibilité, et ils chantent avec plus de beauté que n'importe quel oiseau. Ils peuvent rester ensemble et grâce à leur beauté et à leur voix, ils sont aimés de tout ce qui les approche. Leur belle-mère qui leur a jeté un sort est quant à elle punie, changée en sorcière désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Le temps passe et les enfants de Lyr voient tous leurs bien-aimés trépassés, le royaume du Tuatha des Danān battre en retraite et les moines du Christ arriver. Ils sont enfin libérés de leur sort par un moine chrétien plein de bienveillance. Et lorsqu'ils reprennent forme humaine, ils sont si vieux que le moine les baptise sur le champ, voyant qu'ils sont sur le point de périr. Ils meurent quelques secondes après avoir été à nouveau des hommes. Les enfants de Lyr entrent ensemble dans leur tombe, la sœur tenant un frère dans chacun de ses bras et portant le troisième sur son cœur, comme elle l'a fait pendant 900 ans quand ils étaient cygnes. Oh, ça me donne la chair de poule. Cette carte est là pour vous rappeler la nature éternelle de votre âme. Si les vies se succèdent sans se ressembler, et si vous vous transformez d'une incarnation à une autre, votre âme est toujours sur son chemin, et vous êtes plus que vous. Et vous êtes plus que ce que vous vivez dans cette vie. Votre âme vient des temps immémoriaux, elle a déjà beaucoup voyagé, et vous comprendrez bientôt une partie au moins de votre chemin actuel, bien plus que vous ne le comprenez à présent. Cette carte vous rappellera également qu'il est naturel que votre système de croyance évolue et se transforme, même radicalement, au cours d'une seule vie. Vous avez, avant tout, le droit de suivre la direction dans laquelle vous mène votre âme. Donc suivez votre âme et suivez votre cœur. Mythe sacré irlandais, souvent raconté comme un conte de fées.
Alors pour moi, les deux signes qui sont sur le... qu'elle a un plastron, qu'elle porte sur son ventre, qui sont ses deux frères jumeaux, pour moi, ça représente aussi l'énergie yin et yang harmonisée en notre âme. Alors, l'énergie yin. 39. La confiance, la jeune fille des bois. C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait seule avec sa mère dans une chaumière en ruine et qui n'avait que 2 petites chèvres. La jeune fille, malgré les circonstances, était toujours joyeuse et de bonne humeur. C'était un vrai bonheur d'être auprès d'elle. Elle aimait la forêt de bouleaux près de la chaumière où les chèvres pâturaient quand il faisait beau. Elle devait s'occuper d'elle tout en filant leur laine toute la journée. Chaque matin, sa mère envoyait Betouchka, car c'est ainsi qu'elle s'appelait, garder les chèvres en lui disant « N'oublie pas de ramener un fuseau plein à la fin de la journée. » Et tous les jours, c'est ce qu'elle faisait, la jeune fille. Elle s'en allait dans la forêt de bouleaux et entourée des arbres qu'elle chérissait, elle dansait, inventait des jeux merveilleux et chantait pour les chèvres, les arbres et les oiseaux. Elle enroulait la laine sur sa tête pour danser et après s'être bien amusée, elle s'asseyait sous un arbre pour filer la laine en fredonnant des chansons pendant qu'elle accomplissait son travail. Chaque jour, sa mère lui donnait un morceau de pain pour qu'elle ne souffre pas trop de la faim et qu'elle soit heureuse. Betouchka, n'ayant pas de quenouille, elle enroulait la laine autour de sa tête chaque matin. Elle prenait ensuite son petit panier et s'en allait gaiement à la suite des chèvres jusqu'à la forêt de bouleaux en leur chantant de jolies chansons. En arrivant dans les bois, elle s'asseyait sous un arbre, retirait de sa main gauche la laine qui était sur sa tête et de sa main droite abaissait le fuseau pour qu'elle fredonne tout près du sol. Pendant tout ce temps, elle continuait de chanter jusqu'à ce que la forêt lui fasse écho et que les petites chèvres aillent grignoter les feuilles et les herbes à droite et à gauche. Quand le soleil était au zénith, elle poussait son fuseau, rappelait les chèvres et leur donnait une bouchée de pain pour qu'elles ne s'éloignent pas, puis elle partait en courant dans les bois à la recherche de baies ou de fruits sauvages que la nature offrait en cette saison. Ensuite, quand elle avait fini de manger le pain et les fruits, elle sautait sur place, croisait les bras et se mettait à danser et à chanter. Dans la forêt de bouleaux, elle trouvait des fraises et des framboises sauvages qui apportaient de la douceur à sa vie. Et jamais le mécontentement ne venait assombrir le visage de la petite fille. C'était une petite bergère douce et joviale qui travaillait dur pourtant et remplissait toujours son panier de laine filée. Elle était d'une grande aide pour sa mère et les chèvres l'aimaient profondément. Un jour, au moment où le soleil était au plus haut, Betouchka écarta les bras, s'apprêta à tournoyer dans une danse qu'elle avait inventée en hommage à la forêt et à la vie. Mais elle n'était plus seule. Devant elle se dressait une jeune fille d'une grande beauté, vêtue d'habits tissés à partir de toiles d'araignée, avec des fleurs sauvages dans les cheveux et une longue chevelure dorée qui descendait jusqu'à sa taille. Betouchka laissa échapper un « Oh !» de surprise, la bouche grande ouverte. « Betouchka, dit la jeune fille sans bouger les lèvres, est-ce que tu aimes danser ?» Elle était si gentille et sa voix si douce que Betouchka sentit soudain son cœur se remplir de la lumière du soleil. « Oui, répondit-elle avec un sourire étincelant et doux, je pourrais danser toute la journée. » Alors Betouchka, la jeune fille, se mit à danser, et tandis qu'elle dansait apparurent des êtres grands et élancés aux cheveux d'or, et à la peau laiteuse qui jouaient des instruments faits de bois et de pierre, délicats comme des fleurs, d'où émanait la musique la plus suave jamais entendue. Les oiseaux se joignirent à eux, entonnant le chant d'une nature sauvage. Un chant envoûtant qui ne ressemblait à aucune musique jamais entendue à ce jour par des oreilles humaines. Betouchka oublia tout le reste tant elle se sentait vivante et épanouie. Elles dansèrent jusqu'à ce que le soleil tombe du ciel soudainement, et quand le dernier rayon doré pénétra la forêt, la jeune fille des bois se volatilisa avec l'orchestre, laissant les oiseaux chanter seuls pour ramener leurs petits dans leur nid. Betouchka, pour la première fois, était mécontente. Elle s'inquiétait, elle n'avait pas fait son travail, et sa mère avait besoin de son aide. Elle garda le silence à tel point que même les chèvres ressentaient sa tristesse et se demandaient pourquoi elle n'allait pas bien. Dans ce conte, comme vous pouvez le voir, il y a un équilibre entre le travail, la vie et la danse. Entre le travail et la vie de la danse. Betouchka est à la fois responsable et pleine d'entrain.
ayant réussi à équilibrer ces deux aspects, jusqu'à ce qu'un être du royaume des fées lui demande de danser et qu'elle en oublie de travailler. Bien que la jeune fée veille à ce que son panier soit rempli de laine filée, Betouchka connaît pour la première fois la culpabilité, l'envie et l'insatisfaction, en même temps qu'elle découvre l'extase et s'abandonne à elle-même. La fée lui vient en aide en lui offrant un chant magique. File et ne râle pas, file et ne râle pas. Et son panier est plein chaque soir de laine filée comme par magie. Et c'est effectivement de la magie. Mais sa mère comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, que sa fille n'est pas la même. Et elle lui demande ce qui ne va pas. Quand Betouchka parle enfin à sa mère des danses et de la fée, elle rompt le sortilège et ne reçoit plus d'aide magique. Sa mère rouspète car elle sait que sa fille a rencontré une jeune fille des bois, une de ces filles qui font danser les petits garçons jusqu'à la mort, mais qui peuvent être gentilles envers les petites filles, leur offrant de l'aide et de grandes richesses. Que pouvons-nous comprendre de ce conte? Qu'il ne faut jamais accepter d'aide si elle est mêlée de magie? Que les parents devraient donner à leur enfant le temps d'être simplement des enfants? Avant que le sortilège soit rompu, Betouchka reçoit des feuilles de bouleau, que la jeune fille des bois transforme en or. Et bien qu'il n'y ait que quelques feuilles dans son panier, c'est suffisant pour elle et pour sa mère. Suffisant pour acheter une ferme où la terre est fertile, le bétail fort et beau, où il y a un puits et des arbres. Betouchka pourrait avoir des chaussures de danse, des cours de danse et de beaux vêtements. Mais elle n'aura plus jamais dans son cœur le même contentement qu'elle avait avant d'avoir rencontré la jeune fille des bois. Elle n'atteindra plus jamais les sommets de l'extase que la danse féerique lui avait permis d'atteindre. Elle ne rencontrera jamais, plus jamais, la jeune fille des bois, malgré son désir de danser avec elle chaque jour. C'est une carte qui vous encourage à placer votre confiance dans ce qui se passe pour vous en ce moment. Même si tout vous paraît irréel, même si vous serez amené à douter de ce que vous aurez vécu, le mieux à faire est de se persuader que ce qui se passe a une raison d'être. Les cadeaux que l'on vous offre n'ont pas à être remis en question. C'est un moment où vous devez faire taire votre cynisme et choisir avec soin les personnes avec qui vous partagez ces cadeaux. Certains ne vous croiront pas et en un certain sens, ils vous voleront ce qui vous est le plus précieux. C'est le moment pour vous de croire, de partager, de reconnaître l'existence de notre monde, d'un monde des fées, et de voir que ses habitants sont à présent vos alliés. Gardez ce cadeau précieusement et ayez confiance. Il est vraiment tel que vous le voyez. Il est bon et il est vrai. Ce sont les cadeaux de la vie. Conte de fées traditionnel tchèque. Et là, un conte que beaucoup connaissent, Barbe Bleue. En 39, c'était 12. 12 le pendu, c'est voir la vie aussi autrement, avec beaucoup plus de spiritualité. 17, avec beaucoup plus de magie. Alors 17, et bien 17, c'est l'étoile, mais voilà, Barbe Bleue, les tabous. Alors, voilà, lui dit-il, les clés des coffres forts, où sont mon or et mon argent, celles des cassettes, où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Quant à cette petite clé, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie du rez-de-chaussée. Ouvrez tout, allez partout, sauf dans ce petit cabinet. Je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que si vous arrivez de l'ouvrir, il n'y a plus rien. Il n'y a rien que vous ne devrez attendre que ma juste colère et mon ressentiment. Ce conte de Charles Perrault montre le lien entre l'horreur et conte de fées. Dans ce conte, une jeune femme épouse un mystérieux et puissant aristocrate connu sous le nom de Barbe Bleue. Sa vie devient une vie de luxe et de solitude. Dans ce château où il y a plus de 100 pièces. Comme il s'apprête à partir pour un long voyage, Barbe Bleue tend à sa femme le trousseau de clés du château, lui prouvant ainsi son amour pour elle. Toutefois, il lui interdit de pénétrer dans une des pièces, menaçant même de la tuer si elle brisait cette unique règle. La clé est de toute beauté, et ce qui est interdit est de toute façon alléchant. Alors bien sûr, notre héroïne explore toutes les pièces du château en l'absence de Barbe Bleue, et ce qu'elle découvre est terrifiant, car la pièce interdite, celle qui pourra lui coûter la vie, si elle y pénètre, renferme les corps des précédentes épouses de Barbe Bleue, accrochées au mur comme dans une boucherie. Car toutes les femmes de Barbe Bleue avaient succombé à leur curiosité et étaient entrées dans cette pièce qui signifiait la mort.
qui signait la mort. Effrayée, notre héroïne laisse tomber la clé, qui se tache de sang des cadavres. Malgré tous ses efforts, elle ne peut effacer cette tache de sang, la preuve qu'elle n'a pas tenu la seule promesse que lui avait demandé de faire cet homme cruel. Au retour de ce dernier, elle lui rend le trousseau. Il comprend ce qu'elle a fait. Il n'a aucune pitié. Il lui demande, il lui répète de se préparer à mourir. Que pensez de ce conte quand il apparaît sous forme d'oracle? Qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui garde des secrets, et que si vous les découvrez, vous risquerez d'être en danger, car ce qui vous est caché n'a rien de trivial. Cette personne est dangereuse, elle a déjà fait du mal à d'autres, et elle souhaite que vous ne voyiez que ses qualités, que ce qu'elle vous a donné, que sa générosité. En découvrant ses secrets, vous perdrez beaucoup d'avantages de pouvoir. Dans ce conte, la curiosité n'est pas vraiment punie, car l'épouse est secourue par sa famille et parvient à échapper au sort cruel qui lui était réservé. La fin de l'histoire vous suggère donc que si des membres de votre famille de cœur, des personnes avec lesquelles vous avez développé une véritable amitié et qui vous veulent vraiment du bien, expriment leur inquiétude concernant votre relation avec une personne puissante, qui inspire le respect ainsi qu'un peu de peur et qui exige de vous l'obéissance, écoutez-les. La curiosité est dans cette histoire la clé de la liberté, car si Barbe Bleue a bien l'intention de mettre sa menace à exécution, l'épouse finit par être sauvée par sa famille. Les corps des autres femmes sont découverts et on leur accorde enfin du respect en construisant pour elles une sépulture. Si d'aucuns croient que la morale de cette histoire est que la curiosité est un vilain défaut, je considère au contraire ce conte comme la preuve que la curiosité est naturelle lorsqu'il y a de l'oppression, des secrets, ainsi que des chambres et des lieux interdits au sein d'une relation intime. Dans toute relation, il y a des limites à ne pas dépasser, mais l'obéissance, les zones interdites et les punitions sont de véritables signaux d'avertissement. Ne perdez jamais votre curiosité. Elle risque de vous mettre en danger, mais elle lèvera le voile sur la vérité. Ne laissez jamais qui que ce soit vous attirer à lui puis vous interdire de découvrir qui il est vraiment. Et écoutez ceux qui vous aiment du fond du cœur. Ils voient souvent ce que nous n'arrivons pas à voir. Je vous laisse votre propre ressenti. Alors on a boucle d'or, toujours dans l'énergie 10, la roue de la destinée. Donc là c'est l'usurpation qui amène à l'unicité. Dans ce conte relativement récent, une jolie petite fille blonde entre dans une maison qui appartient à une famille. Elle mange la nourriture de ses habitants, s'assoit sur leur chaise et dort dans leur lit. Et c'est son attitude arrogante dans tous ses actes qui me pousse à dire que cette carte représente ceux qui croient que tout leur est dû et qui profitent des familles et des autres. L'égoïste qui s'introduit dans un espace privé et y fait des commentaires à la légère, celui qui s'approprie le territoire d'autrui sans aucune considération des dangers qu'il encourt. Car Boucle d'Or, pour les ours, n'a rien d'un adorable petit enfant. Elle est une envahisseur. Elle est entrée chez eux sans se gêner, a porté atteinte à leur sentiment de sécurité et a pris ce dont elle pensait pouvoir s'emparer de plein droit, alors qu'aucun des objets dont elle se sert ne lui appartient. Si ce conte est si populaire et nous laisse un souvenir si vif, peut-être c'est parce que tout fonctionne toujours par 3, du début à la fin de l'histoire. Elle fait aussi allusion au pouvoir du chiffre 3. Quoi que nous fassions, nos actes sont envoyés dans l'univers et nous reviennent selon le pouvoir du chiffre 3. Il y a 3 ours, chacun d'eux ayant des affaires personnelles, et cette petite fille gâtée, qui arrive de nulle part et s'en va comme elle est entrée, vient sans crier gare et se sert sans demander. Boucle d'Or n'a pas faim, elle n'est pas laissée à l'abandon. Elle cherche simplement ce qui serait juste comme il faut pour elle et n'a aucun scrupule à essayer les affaires des autres avant de prendre sans réfléchir ce qu'elle pense être à elle et plaide de plein droit. Alors qu'elle croit, à tort, pouvoir se servir en toute sécurité, elle finit par apprendre que cette façon de penser et de se comporter n'est ni prudente ni noble. Les ours sont forts et très soudés. Ils font attention les uns aux autres et on peut les voir en train de danser ensemble sur cette carte. Boucle d'Or veut-elle s'emparer de ce qu'ils ont, leur intimité, leur sécurité? Elle piétine ce dont ils jouissent et manque de respect.
Boucle d'or représente le sentiment d'ayant droit, et c'est ce qui vous indique cette carte. Soyez conscient qu'il n'y a rien que nous possédions de plein droit dans ce monde, et que ce que nous avons et chérissons, nous l'avons reçu et nous devons le protéger. Que pour partager ce qui appartient aux autres, nous devons y être invités, et que grandir ne signifie pas s'introduire dans les familles des autres et exiger de l'attention, comme quand nous étions enfants. À maintes reprises dans notre vie, nous tenterons d'accaparer ces symboles d'appartenance, de foyer et de famille, de ce qui est juste comme il faut pour nous. Mais nous devons les acquérir par nous-mêmes. Les autres de ce conte nous montrent ce qu'est une vraie famille. Boucle d'or, en revanche, se comporte comme une petite fille égoïste qui se fiche éperdument des autres. Les ours sont aussi des symboles de notre inconscient profond. La médecine de l'ours est particulièrement forte et puissante. Le monde inconscient, profond et primal, représenté par les ours, n'est pas respecté par Boucle d'or, et cela trave son chemin vers la maturité. Elle ne peut pas grandir sans avoir de respect pour sa nature profonde et animale. L'ours est très fortement associé aux déesses Diana et Artémis, l'une une mère et l'autre une gardienne indépendante de la forêt et du pouvoir féminin. Boucle d'or brûle d'envie de grandir, mais elle ne le pourra pas tant qu'elle n'aura pas appris à respecter et à craindre à juste titre ce qu'elle ne peut comprendre. Et le seul moyen qu'elle a de comprendre ce que sont et ce que possèdent les ours est de se comprendre elle-même. En comprenant son être véritable, elle renaîtra dans la sagesse. À l'instar de l'ours qui émerge de sa grotte après avoir passé l'hiver en hibernation, elle rayonnera en devenant adulte, femme et déesse. Elle manque de respect à la force, au pouvoir et à la ténacité et à l'endurance pure et simple de l'ours. L'ours est aussi le père, comme avec Odin, et l'ours est le bébé, la nouvelle vie, le petit qui vient au monde. L'ours est la sagesse et le respect. Et c'est ce message que cette carte vous transmet. Qu'avez-vous besoin d'apprendre, d'étudier, de respecter, pour pouvoir dépasser un stade puéril et arriver à pleine maturité? C'est un conte de Joseph Kundal, fondé sur une version plus ancienne de Robert Schutte. Alors moi, ces deux cartes, personnellement, me font penser, entre Barbe Bleue et Boucle d'Or, là, qui se croit tout permis, ces deux cartes-là, en fait, me font penser à... qu'on pourrait être aussi sous l'emprise d'un manipulateur, tout simplement, de quelqu'un qui nous manipule, de quelqu'un qui prend notre pouvoir et qui veut nous asservir ou qui veut asservir notre famille, qui veut, voilà, qui se montre sous un faux, qui joue un rôle, qui se montre sous un faux regard. Et cela me parle, c'est vraiment énormément, c'est ce qui m'est venu à l'idée en lisant Boucle d'Or, puisqu'il se trouve que ma fille est avec un gros manipulateur, voilà, et qui essaye de la couper avec sa propre famille. Donc, pour moi, cette famille-là est symbolisée par les ours. Donc, voilà, il essaye de s'immiscer entre ma fille et moi. Donc, et c'est un gros manipulateur et quelqu'un d'ailleurs qui est assez violent. Voilà. Donc ça peut être ça peut avoir un rapport avec une relation toxique pour moi là, il y a des relations toxiques entre le Barbe Bleue et la Boucle d'Or là, donc c'est aussi voilà, savoir grandir, faire une maturité, peut-être ne pas aller vers des gens trop des hommes qui pourraient être trop paternels, trop autoritaires, et reprendre son propre pouvoir. Alors toujours dans l'énergie yin, donc là c'était à l'envers, donc pour moi à l'envers c'est soit une fin aussi, soit c'est quelque chose dont on a fini, ou quelque chose qui est encore trop ancré et qu'on a du mal à se débarrasser. Donc là c'est la jalousie, avec la pomme empoisonnée, 6 qui mène au choix et qui amène aussi à l'harmonie. Alors, quand quelqu'un a l'intention de nous faire du mal, il est rare qu'il emprunte un chemin visible et évident. Il essayera plutôt d'élaborer un plan, de comploter, puis de trouver un moyen de nous atteindre en se camouflant. C'est ce qui se passe avec la pomme empoisonnée dans l'histoire de Blanche-Neige. La pomme, un symbole de sagesse et de connaissance, un symbole du pouvoir féminin et de la magie avec l'étoile à 5 branches, qui est son centre, a été entaché et renferme du poison.
Ce conte porte donc un message sous-jacent. Quelque chose qui d'habitude nous nourrit risque aujourd'hui de nous détruire. La vieille femme qui devrait être une source de sagesse devient ici une source de sagesse mensongère. La sagesse est trompeuse quand les anciens deviennent aigris et qui transmettent peu en être. Et ceux qui transmettent peuvent en être ternis. Alors si cette carte se présente à vous, interrogez-vous sur les raisons de ces paroles et de ces leçons amères. Ce qui semble être un cadeau est en fait conçu pour vous nuire. Dans ce conte, il y a un moment où le faux semblant et la fourberie, la ruse et l'artifice profitent de la bonté de Blanche-Neige. Si vous avez reçu cette carte, vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas votre ami, mais qui veut vous le faire croire. Il ne veut pas que vous soyez sur vos gardes. Il s'efforce de trouver le meilleur moyen de s'approcher de vous pour vous faire du mal. Dans le conte Blanche-Neige, la méchante reine ou la mère folle veut consumer l'énergie et la vie de sa belle et jeune fille, qui n'est peut-être pas sa fille biologique. Elle est devenue tellement obsédée par la poursuite de ses désirs qu'elle a perdu toute empathie pour les personnes de son entourage. Elle a perdu de vue leur humanité et leurs sentiments. Et cela ne l'attriste pas, car tout ce qui compte est que ses besoins soient satisfaits. Mais elle sait feindre l'amour, attirer quelqu'un à elle et écarter tout soupçon. Quand cette carte se présente à vous, demandez-vous quel est le cadeau qui renferme secrètement de mauvaises intentions. Demandez quelle tentation vous a été offerte et qui est un poison pour l'âme. Réfléchissez encore et encore avant d'accepter la pomme empoisonnée. Rappelez-vous le loup dans la bergerie. Souvenez-vous des artifices que les chasseurs peuvent employer et refuser la pomme. Trouvez votre propre voie pour accéder au pouvoir, à la connaissance, à l'amour, à la sagesse. Mais si vous avez accepté la pomme empoisonnée, ne craignez rien. Vous pouvez vous en remettre. Et la douleur que vous éprouvez vous offrira le cadeau de l'expérience, la vision véritable et une vision plus juste de votre entourage. Alors moi, bien sûr, cette pomme empoisonnée, je l'associe avec les deux autres cartes, avec l'usurpateur, boucle d'or, l'usurpateur, et avec Barbe Bleue, cet être méchant et cruel qui cherche à avoir l'emprise, une emprise, qui isole du coup aussi sa bien-aimée, et voilà, donc chacun se le mettra voilà, dans son propre vécu. Moi, ces trois cartes-là me parlent voilà, de la même personne. Donc, c'est aussi se méfier des hommes qui arrivent ici dans notre vie comme des héros, qui vont tout gérer et qui au final veulent se montrer très généreux, très aimants et tout. Ils font voilà, sous cet espalier chevaleresque, sous ce masque chevaleresque, en fait, ce sont des dominateurs. Ils cherchent à dominer et à manipuler. Donc se méfier de ce genre de personnes parce qu'ils nous prennent toute notre magie et notre pouvoir. Ils voulant nous asservir. Donc là on avait aussi Cendrillon qui était à l'envers. Donc pour moi, où c'est le temps qui est venu. En tout cas c'est une fin et là c'est neuf. Donc c'est une gestation. C'est le temps de sortir de sa coquille, de sortir de ses cendres là, pour Cendrillon, de son âtre, et d'aller vers la magie. Donc sortir de la soumission aussi, d'une tierce personne, de la dépendance d'une tierce personne, de la manipulation d'une tierce personne aussi. Sur cette belle image, nous pouvons voir Cendrillon à minuit pile, le moment de la transformation. À minuit, elle rentre chez elle après avoir aperçu un autre monde. Le temps d'un instant, un monde qui lui a été refusé pendant si longtemps. Elle est la seule personne à savoir comment elle a pu transcender les limites imposées par la classe sociale et par la famille, et l'expérience de cette seule et unique soirée va changer sa vie. Mais dans cette image, elle sait que le moment est venu de recevoir à ce qui a toujours été sa réalité et d'attendre que la vérité émerge. Elle tient devant elle la montre du gousset qui marque le moment où le monde change. Il y a beaucoup de la vérité qui doit émerger dans ces cartes-là, dans ce tirage-là. Par ce geste, elle vous rappelle que vous aussi, vous avez la capacité de voyager entre les mondes et de connaître des mondes apparemment interdits. Donc on revient aussi à la porte interdite. Vous avez pu voir comment on vit de l'autre côté, et rien ni personne ne pourra vous ôter cette expérience. Mais l'heure est venue pour vous aussi de rentrer. Il y a un temps pour le glamour, la mystique et la grande magie. Il y a un temps pour le monde ordinaire. Toutefois, vous savez à présent qu'il y a de l'espoir
beaucoup d'espoir, vérité, espoir. Car ce n'est pas la fin de l'histoire pour la fille qui a passé sa vie dans les cendres de l'âtre, dans le froid et la poussière. On viendra bientôt frapper à votre porte, comme on a frappé à la sienne, et tout montrera alors qu'il est temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous départir de la cruauté dont vous avez été victime pour devenir le point de mire d'une vie plus belle, encore plus que celle dont vous n'avez jamais osé rêver. Donc on voit encore là, ça fait penser à Barbe Bleue, il y a Boucle d'Or, hein, cette cruauté. Et peu importe le nombre de personnes qui essaieront de vous évincer, personne ne pourra prendre votre place, car c'est votre destin, votre sort. Cette carte vous parle aussi des moments sacrés, qui sont magiques et qui portent en eux une capacité de transformation. Quand vous faites un vœu, dans un tel moment, vous pouvez être sûr qu'un changement aura lieu, comme dans le conte de Cendrillon. Donc bon, pour moi, la carte était à l'envers, donc le moment arrive. Hein. Ça en est fini de cette période-là. Et là aussi, elle était à l'envers, donc voilà, ça en est fini de cette jalousie. On s'en sort, ce qui correspond bien avec cette partie-là. Je vais m'arrêter là pour cela, et donc il y a d'autres cartes, donc il y aura une seconde vidéo pour ceux qui ça intéresse, hein. Bien entendu. Donc j'espère que ça résonne en vous autant que ça résonne en moi. Bon, après il faut aimer les contes, hein. Voilà, il faut aimer les histoires, il faut aimer les contes, les légendes. Et il faut surtout laisser parler son enfant intérieur, hein, se renouer avec lui, hein. Renouer avec lui, renouer avec la magie de l'univers. Et avec notre être magique, bien entendu, avec notre âme, hein, et se libérer de ce monde, je dirais, un peu trop patriarcal, un peu trop enfermant. Maintenant, on va vers une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus yin, qui s'ouvre beaucoup plus avec l'ère du Verseau, qui est plus dans le mental déjà, hein. Donc on est dans l'ère du Verseau, donc on est beaucoup plus dans le mental, hein. Donc l'énergie yin sera beaucoup plus déployée à mon sens, donc on va quand même vers l'éveil des consciences. Donc je vous dis namasté, à plus tard. Merci beau, et je vous souhaite d'avoir la destinée, hein, de Cendrillon, hein, de trouver votre prince charmant, de vous unir à votre prince charmant, bien entendu. Et déjà d'unir vos énergies yin-yang à l'intérieur de vous et d'être dans votre complétude avant tout. Namasté.